Bonjour, je vous propose une méthodologie concernant la fiche d'arrêt, qu'on appelle aussi la fiche de jurisprudence, et d'essayer de comprendre ensemble également la structure d'un arrêt de la Cour de cassation. L'exemple choisi est celui d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 juillet 1995, numéro de pourvoi 93 16 198. Cette décision a pour thème la formation du contrat, ses conditions de validité et l'adaptation du droit des contrats à la relation professionnelle consommateur. Alors, je vous lis le texte. Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 17 octobre 1989, M. X a acquis auprès de la société Cartier une bague en or composée d'un rubis et de 56 brillants, que, sur le prix affiché de 101 556 francs, M. X a obtenu une remise de 1556 francs, que, soutenant qu'il y avait eu une erreur d'étiquetage et que le prix réel du bijou était de 460 419 francs, la société Cartier a, le 18 décembre 1989, assigné M. X en nullité de la vente pour absence de consentement et défaut de prix sérieux. Attendu que la société Cartier fait grief à l'arrêt attaqué, Bastia, 4 mai 1993, d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part que le vendeur d'une chose mobilière peut solliciter l'annulation de la vente, non seulement dans le cas où il n'y a pas eu d'accord sur le prix, mais également dans le cas où le prix stipulé n'est pas sérieux. Qu'en écartant l'action de la société Cartier, pour la raison que les parties sont tombées d'accord sur le prix de 100 000 francs, sans se demander si ce prix constitue un prix sérieux, la Cour d'appel, qui énonce que la différence entre le prix stipulé et le juste prix est sans effet sur la validité de la vente, a violé l'article 1131 du Code civil. Et alors, d'autre part, que l'erreur sur la valeur ne constitue pas une cause de nullité des conventions. Qu'en relevant pour écarter l'action de la société Cartier, qui faisait valoir que le prix stipulé n'était pas un prix sérieux, que le vendeur supporte le risque de l'étiquetage, ou encore que l'acquéreur est en droit de penser que le prix demandé correspond à la valeur réelle de la chose vendue et qu'il n'est pas dérisoire, la Cour d'appel, qui s'appuie sur des motifs tirés de l'erreur sur la valeur, a violé l'article 1110 du Code civil. Mais, attendu que la Cour d'appel relève, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le prix de 101 556 francs n'apparaît nullement dérisoire, qu'elle en a justement déduit que, même si la valeur réelle du bijou était supérieure au prix demandé, la vente n'était pas nulle pour absence de cause, que le moyen n'est donc fondé en aucune de ces branches. Par ces motifs, rejette le pourvoi. Alors, nous allons revenir bien sûr sur chaque élément de ce texte et essayer de comprendre également le vocabulaire utilisé par la Cour de cassation. Avant cela, une fiche de jurisprudence doit comprendre, il faut avoir ces éléments en tête, 6 points qui sont d'une part la synthèse des faits, d'autre part la procédure, ensuite les prétentions des parties, vient alors la problématique juridique, puis la solution en droit
et enfin la solution en espèces. Alors, la fiche peut être rédigée sous forme de fiche, c'est-à-dire en mettant bien en valeur chaque point et faisant apparaître les titres, premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement ou sixièmement, ou alors sans faire apparaître les titres, et cette fiche constituera éventuellement par la suite l'introduction à un commentaire d'arrêt. La structure d'un arrêt de la Cour de cassation. Donc, vous avez pu écouter et voir que le texte est composé de paragraphes qui commencent généralement par les mots « attendu que ». Alors, c'est une formule de style et chaque attendu annonce une idée nouvelle. Généralement, il peut y avoir des variantes, mais en principe, le premier attendu est celui qui nous rappelle les faits avant qu'on arrive en justice et qui nous rappelle aussi certains éléments de la procédure antérieure. Ensuite vient l'attendu qui présente les prétentions des parties. Généralement, cet attendu comporte les mots « fait grief à l'arrêt attaqué », c'est-à-dire reproche à l'arrêt précédent rendu par une cour d'appel, reproche un certain nombre de choses, d'où la saisine de la Cour de cassation. Et le dernier attendu, celui qui commence par « mais attendu que », annonce tout simplement la décision de la Cour de cassation et ses motifs. Dans certains arrêts, notamment les arrêts dits de cassation, on trouve au début de l'arrêt, avant le premier attendu, ce qu'on appelle le visa et les mots « vu les articles 1101 du Code civil » par exemple, etc. Le visa correspond aux sources de droit sur lesquelles la Cour de cassation fonde sa décision. Alors, ça peut être des articles du Code civil, du Code de commerce, du Code du travail. Ça peut être tout simplement aussi des références à la Constitution, notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, mais ça peut être aussi des sources européennes ou tout simplement un usage. Alors, le vocabulaire de la Cour de cassation, il y a effectivement plusieurs mots que l'on ne connaît pas forcément, qui sont spécifiques au vocabulaire judiciaire et notamment au vocabulaire de la Cour de cassation. Vous avez pu trouver par exemple le mot « moyen » qui est généralement associé au mot « branche ». Le moyen correspond au moyen de défense, en d'autres termes à la plaidoirie de la personne qui saisit la Cour de cassation. Et ce moyen de défense est généralement structuré en sous-parties qu'on appelle des branches. Le grief, c'est le reproche. Généralement, c'est le reproche juridique que fait celui ou celle qui saisit la Cour de cassation à la décision antérieure. Donc, la personne qui saisit la Cour de cassation est toujours celle qui a perdu avant, donc celle qui a perdu en cour d'appel. Elle attaque l'arrêt de la cour d'appel, d'où la référence à l'arrêt attaqué. Dans notre arrêt, les références de l'arrêt attaqué étaient entre parenthèses. Il s'agissait d'un arrêt de la cour d'appel de Bastia. On retrouve également les termes « les juges du fond ». Alors, les juges du fond sont opposés aux juges du droit. Les juges du fond sont ceux qui vont juger l'affaire dans les faits
et pas seulement en droit. La Cour de cassation, elle, n'est pas un juge du fond, elle ne juge jamais l'affaire concrètement, elle ne juge que le droit, on l'appelle d'ailleurs le juge du droit, et elle vérifie l'application du droit par les juges du fond, autrement dit par la Cour d'appel. Autre mot-clé que l'on peut relever dans les arrêts, c'est le mot « dépend ». Il correspond aux frais de justice et en France, généralement, mais là aussi il peut y avoir des exceptions, celui qui perd le procès doit en plus rembourser les frais de justice du gagnant. Alors, revenons à l'affaire et on va essayer de construire la fiche de jurisprudence de cet arrêt. Le premier attendu, je vous l'ai dit, nous rappelle les faits. Donc, ensuite, vous devez essayer non pas de recopier le texte, mais de relever les éléments essentiels qui se sont déroulés avant qu'on arrive en justice. Essayez de commencer votre rédaction sur la synthèse des faits par les mots « en l'espèce », ce qui signifie « dans cette affaire ». Donc ici, en l'espèce, Monsieur X a acquis auprès de la société Cartier une bague en or composée d'un rubis et de 56 brillants. Il a donc passé un contrat de vente qui a pour objet un produit de luxe, c'est-à-dire un bien mobilier. Il s'agit d'un contrat synallagmatique, nommé, d'adhésion individuelle, formelle, à exécution instantanée et non intuitu personae. Ceci correspond à la qualification juridique du contrat de vente. Nous sommes en présence d'une relation entre un professionnel et un consommateur. Cependant, en raison d'une erreur d'étiquetage, le prix de la bague était en réalité 4 fois supérieur au prix affiché et vendu. Alors, inutile de surcharger votre rédaction avec des chiffres. Relevez l'élément. Ici, il y a une différence de prix importante, effectivement, entre le prix affiché et le prix réel. La société Cartier souhaite, on le comprend, récupérer la bague et porte donc l'affaire en justice. Alors, on arrive en justice. Ici, nécessairement, une affaire s'est déroulée en première instance devant une juridiction de première instance. En raison de la somme, on peut en déduire que le tribunal de première instance était le tribunal de grande instance. Donc, en première instance, la société Cartier assigne Monsieur X devant le tribunal de grande instance en vue de demander l'annulation du contrat de vente. La demande vise à récupérer la bague. Donc, sur la procédure, généralement, vous devez rédiger 3 phrases qui correspondent aux 3 phases de la procédure, la phase de première instance, la phase de seconde instance, éventuellement, et enfin, la saisine de la Cour de cassation. Donc, deuxième phrase, en seconde instance, la Cour d'appel de Bastia déboute la société Cartier de sa demande. Déboute, c'est-à-dire rejette la société Cartier de sa demande. Celle-ci, puisque c'est la société Cartier qui a perdu en appel, celle-ci forme alors un pourvoi en cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Cartier dans son arrêt du 4 juillet 1995. Alors, le second attendu, qui commence par attendu que la société Cartier fait grief à l'arrêt attaqué, annonce les prétentions de la société Cartier, c'est-à-dire les fondements
sur lesquels la société Cartier souhaite faire annuler la décision de la Cour d'appel. Donc, on peut présenter ces prétentions de la manière suivante. La société Cartier invoque un vice du consentement et plus précisément l'erreur de bonne foi en vue de faire annuler le contrat. On rappelle un peu les règles de droit. En effet, un contrat doit respecter des conditions de validité liées à l'existence d'un consentement certain au moment de la formation du contrat. En présence d'un des trois vices du consentement qui sont l'erreur, le dol et la violence, le contrat doit être annulé. Donc ça, c'est le droit. Selon la société Cartier, il n'y a pas eu d'accord de volonté sur le prix affiché. Donc elle estime qu'elle n'a pas consenti à vendre la bague à ce prix-là. D'où la question de droit que se pose alors la Cour de cassation, qui est saisie par la société Cartier. Et sur la question de droit, vous pouvez donc, ce qu'on appelle la problématique juridique, vous pouvez la formuler à la forme interrogative ou commencer votre phrase, ce qui vous force un peu à structurer la problématique par les mots le problème de droit et de savoir si. Donc le problème de droit ici est de savoir si un professionnel peut invoquer l'erreur de bonne foi pour faire annuler un contrat qu'il a passé avec un consommateur. La problématique juridique dans une fiche de jurisprudence doit être une question de droit général. On part du cas particulier pour s'interroger de manière générale sur un point précis du droit. Alors attention, ce n'est pas une problématique philosophique ou sociologique, c'est une problématique juridique, c'est-à-dire une problématique technique. Alors, ici, quelques rappels sur les conditions de validité d'un contrat. Pour être valable, un contrat doit répondre à certaines conditions, dont les principales sont l'existence d'un consentement, la capacité juridique des parties, l'objet du contrat, c'est-à-dire ce sur quoi porte le contrat, et la cause du contrat qui doit être licite et conforme aux bonnes mœurs, la cause étant la raison pour laquelle on passe un contrat. Si l'une de ces quatre conditions n'est pas respectée, le contrat doit être annulé. L'annulation en droit correspond à un effacement total du contrat, comme s'il n'avait jamais existé. Alors sur le consentement, puisque c'est l'essentiel de la prétention de la société Cartier ici, le consentement doit être réel et intègre. Réel, donc il nous faut effectivement une acceptation qui soit claire et qui ne fasse aucun doute. C'est pourquoi, comme principe, le silence ne vaut pas acceptation sauf certaines exceptions. Et le consentement doit être intègre, c'est-à-dire ne pas être vicié, soit par une erreur, soit par le dol, soit par la violence. Alors l'erreur est toujours une erreur de bonne foi commise par l'un des contractants, qui correspond à une fausse représentation de la réalité. Donc il peut s'agir soit d'une erreur sur la personne, soit d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose. Et dans ce cas-là, la société Cartier invoque comme vice du consentement l'erreur sur une qualité substantielle de la bague, à savoir le prix. Il existe deux autres cas de vice du consentement, le dol qui correspond à une tromperie,
fait par un contractant pour inciter l'autre à contracter. Et enfin, la violence, qui peut être morale ou physique, qui vise à forcer l'autre à passer un contrat. Mais dans le cas de l'arrêt, nous sommes en présence ici plutôt d'une erreur de bonne foi commise par la société Cartier sur le prix. Alors, la question donc portait justement sur l'erreur de bonne foi. Donc, on arrive au dernier attendu, mais attendu que. Alors, la solution droit, la Cour de cassation pose en principe que l'erreur de bonne foi ne peut pas s'appliquer dans une relation contractuelle entre un professionnel et un consommateur lorsque celle-ci est commise par le professionnel. En effet, celui-ci est tenu d'une obligation d'information sur les prix qui prévaut sur le droit commun des contrats. Le droit de la consommation comporte des dispositions plus sévères à l'égard du professionnel. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi de la société Cartier. En clair, la Cour de cassation nous dit que le professionnel n'a pas droit à l'erreur vis-à-vis du consommateur. Et on conclut la fiche de jurisprudence par la solution en l'espèce. Donc concrètement, la société Cartier ne pourra pas récupérer la bague et Monsieur X a donc conservé la bague au prix acheté 4 fois inférieur au prix réel. Le texte se termine par les mots « par ces motifs rejette le pourvoi ». Alors, la Cour de cassation peut prendre deux types de décisions. Soit elle décide de rejeter le pourvoi formé par celui qui a perdu en cour d'appel, nous sommes alors en présence d'un arrêt de rejet, soit la Cour de cassation décide d'annuler la décision de la Cour d'appel. Elle rend alors un arrêt de cassation, puisque la Cour de cassation, comme son nom l'indique, a la possibilité de casser une décision de justice. Dans le cas d'un arrêt de rejet, ce qui est notre affaire ici, la procédure s'arrête. Dans le cas d'un arrêt de cassation, la procédure continue. La Cour de cassation ne juge que le droit. Elle renvoie donc l'affaire devant une autre cour d'appel qui prendra cette décision, qui n'est pas obligée de suivre la position de la Cour de cassation, donc qui peut rester sur la position de la première cour d'appel. Nous sommes donc là en présence d'un conflit majeur entre les plus hauts magistrats de France sur une problématique juridique, généralement avec un enjeu social, économique, sociologique particulièrement important. Donc si la seconde cour d'appel reste sur la position de la première cour d'appel, celui qui perd à nouveau devant la seconde cour d'appel a la possibilité d'exercer un second pourvoi en cassation. Donc dans ce cas-là, la Cour de cassation se réunit généralement en assemblée plénière, c'est-à-dire composée de toutes les chambres spécialisées de la Cour de cassation. L'arrêt est rendu donc devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation. Si l'assemblée plénière de la Cour de cassation casse et annule la décision de la seconde cour d'appel, l'affaire sera renvoyée devant une troisième cour d'appel qui, cette fois, sera obligée de suivre la position de la Cour de cassation. Alors, des procédures comme ça, généralement, ont une durée de 15 à 20 ans. Et il y a des affaires célèbres, telles que l'affaire concernant Bernard Tapie au Crédit Lyonnais,
Et on peut citer une affaire beaucoup plus récente, l'affaire qui oppose Jérôme Kerviel à la Société Générale. Donc ici, l'affaire concernant Jérôme Kerviel a été renvoyée en 2014 par la Cour de cassation devant une seconde cour d'appel, la Cour d'appel de Versailles, qui va rendre sa décision concernant notamment la responsabilité bancaire, qui va rendre sa décision courant juin 2016, et j'y reviendrai dans une prochaine vidéo.